Bien, bonsoir à tous. Je vais remercier l'équipe de chirurgie du sport avec qui on a des collaborations étroites à Clairefontaine de l'invitation et la féliciter encore pour cette belle journée. Merci à vous aussi d'être restés parce que je sais que la journée était longue, il est tard et vous êtes quelques courageux. Pour faire juste un petit lien avec le topo précédent que j'ai adoré, dans ma pratique, qui maintenant commence à être un peu longue, je dis souvent qu'en médecine, il faut avoir pas de certitude, mais quelques convictions. Donc ça revient un peu à la discussion sur les croyances et les opinions. Et une conviction, c'est fait pour évoluer, comme ça a été dit. Et je pense que c'est comme ça que on doit pouvoir avancer dans une carrière médicale ou paramédicale. Donc je vais vous faire part de nos convictions sur la prise en charge des pubalgies, qui est un sujet dans le football forcément un petit peu central. Et un petit peu comment on a évolué à Clairefontaine par rapport à cette pathologie. Alors, il faut déjà parler d'un langage commun. Il y a eu plusieurs conférences internationales. Nous, on a retenu celle de Doha, qui correspond un peu à notre éducation de base, c'est-à-dire l'éducation de base en France, la pubalgie. Il y a eu l'école de nos maîtres, le docteur Duret, le docteur Rodino, qui nous ont décrit une pubalgie sur 3 entités qu'on va décliner un petit peu plus tard. Et puis après, au niveau international, avant cette conférence de Doha qui a essayé de réunir les experts mondiaux, il y a eu aussi des travaux italiens, mais là, il y avait 33 items évoqués, et donc de quoi s'y perdre. Et puis, il y a une conférence récente qui a eu lieu à Londres, où nos amis anglais ont dû trouver que c'était un peu trop simple ce qu'on faisait, et ils sont venus rajouter la hanche dans le débat. Mais pour nous, la hanche, j'en parlerai tout à l'heure, est un diagnostic différentiel et sûrement pas l'entité de la pubalgie comme on doit la décrire. Donc cette pubalgie décrite à Doha, elle comprend les pathologies classiques d'arthropathie pubienne, la pathologie la plus répandue, on va le voir, qui est la tendinopathie et l'antésopathie du long adducteur, et puis les pathologies pariétales, que ce soit par une déhiscence du canal inguinal. On verra aussi, et c'est un des thèmes récents du docteur Reboul, les implantations un peu différentes du tendon conjoint et les pathologies d'irritation neurologique au niveau du canal inguinal. On a accepté, suite à cette conférence de Doha, de faire rentrer un petit peu dans le débat les pathologies de l'iliopsoas, qui sont des pathologies musculaires de région. Donc la première des choses qui nous semble fondamentale quand même pour savoir un petit peu ce qu'on va faire en rééducation, c'est d'avoir un démembrement clinique qui derrière nous permet de mettre en musique la stratégie. Donc ce démembrement clinique, il va dépendre un petit peu justement des types de pathologies. Il y a eu, là encore à l'occasion de Doha, des études Delphi et une conférence de consensus sur les choses qui étaient validées et pas validées. Donc si on prend les adducteurs, la palpation ressort comme un test clinique de bonne qualité, bien sûr en étant précis sur le tendon du long adducteur et sur son insertion. Et puis le testing classique de résistance dans les différentes courses et sur les différents modes isométriques, concentriques et excentriques. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'est pas rare, et on va le voir un petit peu plus tard pour quelles raisons anatomiques, il n'est pas rare d'avoir des douleurs à bascule, c'est-à-dire que vous allez tester un adducteur d'un côté, vous allez réveiller la douleur de l'autre, et on va voir un petit peu plus loin pourquoi. Le pubis, l'arthropathie pubienne, elle n'est pas rare, et si on fait des IRM à tous nos footballeurs professionnels, on va retrouver systématiquement presque un œdème. Il faut bien sûr ne pas traiter l'image et revenir à la clinique, mais c'est une des entités qui peuvent cliniquement parler. Les squeeze tests sont parlants mais non discriminants. Celui qu'on préfère, nous, c'est le squeeze test avec genou fléchi, où on trouve que ça reproduit un petit peu préférentiellement les douleurs de symphyse. Au niveau du canal inguinal, alors ça, c'est un message extrêmement important parce qu'on voit souvent des patients atteints de pubalgie, des joueurs atteints de pubalgie, alors surtout dans le monde amateur, pas dans le monde professionnel, où le médecin n'a jamais examiné le canal inguinal.
Or, une pathologie de canal inguinal dans une pubalgie et chez un footballeur, ce n'est pas un diagnostic échographique. C'est un diagnostic clinique. Dans vos études de médecine, on a dû vous apprendre à examiner un orifice hernière pour voir s'il y avait une hernie inguinale ou pas. Et l'examen de la pubalgie, c'est la même chose, sauf que vous n'aurez pas d'hernie. Ce n'est pas une hernie inguinale, c'est une pathologie où on va avoir un orifice hernière ouvert. Un orifice hernière ouvert, c'est un orifice où vous pouvez passer plus que la pulpe du doigt. Et on va avoir des informations au bout de son doigt qui va nous permettre de dire si on a une pathologie pariétale ou pas. Où c'est un peu difficile et où c'est difficilement reproductible pour la littérature, c'est que ça dépend beaucoup de l'expérience du praticien. Et puis, c'est quand même pas agréable d'aller palper un orifice hernière. Donc la fiabilité en termes de douleur, il faut aussi l'interpréter. C'est pour ça que sont presque ressortis comme plus discriminants les tests, là encore, de testing du tronc, que ce soit dans l'axe ou avec des manœuvres de croisement qui vont réveiller la douleur au niveau de cette zone inguinale. Enfin, l'iliopsoas, ça va être un testing d'iliopsoas classique dans son activité de fléchisseur de hanche. On peut aussi, comme on le fait dans un diagnostic qui n'a rien à voir. Moi, quand j'étais externe, on m'avait dit que pour diagnostiquer une appendicite, entre autres, on pouvait avoir un psoïtis. Et ce psoïtisme, on le testait jambes tendues contre résistance, maintenu un certain temps, et on réveillait une douleur dans la zone inguinale. La palpation d'un psoas, c'est pareil, ça s'apprend. Il faut bien sûr être dans le triangle fémoral, dans la bonne zone, demander une respiration avec une expiration profonde et aller chercher ce psoas en faisant attention parce que là encore, c'est une zone où il y a beaucoup de choses et on peut rapidement réveiller la douleur. Mais c'est ressorti dans la littérature comme étant fiable en termes de tests interexaminateurs. Un mot sur l'épidémiologie, bien sûr, pour moi, dans le football. Donc, il y a le docteur Ekstrand qui fait beaucoup d'études au niveau de l'UEFA, qui a fait sur 16 ans, donc quand même une durée assez longue, une étude sur les blessures dans les clubs de Champions League. Et la pubalgie ressort comme étant la deuxième pathologie la plus fréquente chez nos footballeurs après la lésion d'ischio-jambier. Et ce qui est important aussi, c'est qu'elle fait partie des pathologies qui ont le plus grand taux de récidive. Et la pathologie prédominante dans les 4 entités que je vous ai décrites, c'est la forme adducteur qui est de loin la plus fréquente. Alors, un élément anatomique qui est important à voir pour comprendre un peu ce que je vous disais sur les tests croisés qui vont réveiller la douleur à droite, à gauche, et même parfois qu'on va avoir des douleurs qui vont être plutôt sur la partie abdominale, alors que le diagnostic principal sera plutôt au niveau des adducteurs, c'est qu'on a une continuité anatomique entre le long adducteur, l'os pubien, et puis devant, le ligament antérieur pubien, sur lequel s'insère également le muscle pyramidal, et ça forme le complexe qui a été défini comme la plaque. Et cette continuité anatomique va expliquer aussi un petit peu ces douleurs qui vont, qui viennent, qui parfois sont en bas, parfois sont en haut, alors que lorsqu'on va démembrer, on va trouver quelque chose de localisé. Mais ça explique aussi cette notion que je vais développer après de carrefour pubien, le fait qu'on a souvent des formes qui sont intriquées. C'est-à-dire que la forme isolée, oui, on en a, mais on a souvent des formes intriquées entre paroi adducteur, symphyse adducteur, paroi symphyse, et donc il faut démembrer pour pouvoir bien gérer. Un mot sur l'imagerie. Je répète à longueur de journée que je ne soigne pas des photographies, que je soigne des patients avec des symptômes. Et ces deux études sont intéressantes pour ça. Cette première étude où ils ont fait une imagerie à 45 patients asymptomatiques et ils ont trouvé 45 patients qui avaient des anomalies échographiques du long adducteur, soit 100% d'anomalies chez des patients qui étaient asymptomatiques. Donc ça, c'est assez parlant. Et puis, il y a eu une étude Delphi sur le retour au jeu après pubalgie. Et tous les experts ont bien sûr dit et mis en avant que l'imagerie n'était pas un critère de RTP, qu'on devait utiliser des critères objectifs d'évaluation clinique et de tests spécifiques de terrain pour le retour au sport.
Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur la prise en charge. Il y a quelque chose qui pour nous est extrêmement important, c'est cette notion de core stability. On en parle dans beaucoup de pathologies aujourd'hui, hein, même je parlais des ischio-jambiers qui est un des fléaux dans le football. Aujourd'hui, cette notion de stabilisation et de contrôle du bassin, elle est fondamentale dans la prévention de toutes ces pathologies. Si on a une core stability, on a la solidité pour faire l'ascension de ce building, alors que sinon il va y avoir des points de faiblesse et à un moment ça va lâcher, et donc ça va lâcher autour de notre symphyse pubienne, sur l'aspect pariétal, sur l'aspect adducteur ou sur l'aspect avec les cisaillements qui vont entraîner une pathologie de cette petite articulation de notre bassin. Alors un mot rapide sur la prise en charge en fonction des formes. La forme adducteur, c'est la plus accessible à une rééducation de première attention parce que on a plein de moyens pour travailler dessus, hein, que ceux qui sont kinésithérapeutes connaissent aussi bien que moi, que ce soit du massage, des ondes de choc, tout ce qui est travail isométrique, travail excentrique, etc. L'arthropathie symphysaire, elle, par contre, elle est peu accessible. On est sur de l'œdème osseux, on est sur de l'aspect congestif d'une petite articulation. Donc, on sera plutôt sur des traitements anti-inflammatoires. Ça peut être des anti-inflammatoires classiques. Les corticoïdes ont une meilleure pénétration osseuse, donc on aura plutôt assez facilement, si le joueur n'est pas en activité, parce que vous savez comme moi qu'on ne peut pas prescrire de corticoïdes à un joueur en activité, on pourra faire une cure. L'infiltration avec parcimonie peut aussi faire partie de la prise en charge, et on a été amené, et j'en ferai pas une généralité hein, parce qu'il n'y a pas de publication là-dessus, mais à utiliser le PRP dans quelques cas d'arthropathie, plutôt avec des résultats intéressants. La forme à prédominance pariéto-abdominale, elle va bénéficier du traitement de rééducation, de rééquilibrage qu'on va développer après. Et ce qui est important, c'est, et là je ferai une petite différence entre le sportif de haut niveau et le sportif amateur. Sportif de haut niveau, on ne peut pas se permettre de perdre trop de temps. Donc notre protocole de rééducation, il doit être mis en place sur une durée raisonnable pour, s'il n'est pas un succès, changer de stratégie. Donc le durée raisonnable, c'est 6 semaines. Parce que malgré tout, la rééducation, ce n'est pas de la magie. Donc il faut du temps pour mettre en place les choses. Donc 6 semaines sur une forme adducteur, sur une forme pariétale. Et après, chez un sportif de haut niveau, si on a des arguments qui nous font penser, qui nous font évoluer vers le fait que ça ne va pas être un succès, et ben c'est là qu'on risque de passer avec notre ami chirurgien pour faire une ténotomie du long adducteur ou une réfection du canal inguinal. Chez l'amateur, c'est différent parce qu'on n'a pas cette pression de temps. On peut se donner beaucoup plus de temps. On peut tester aussi sa motivation parce que faire une chirurgie, c'est pour reprendre uniquement une activité de VTT ou de vélo et pas le rugby qu'il faisait avant ou le judo. Ça perd un peu de son charme. Donc, il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de la rééducation, prendre le temps du repos, prendre le temps de la compréhension des protocoles préventifs et ne poser l'indication que si vraiment on est en situation d'échec face à un sportif motivé. Toute forme de pubalgie doit bénéficier à un moment donné d'un protocole de rééducation. Ça, c'est fondamental. C'est, quelle que soit la forme de pubalgie, la rééducation et le socle que je vais décrire après doit être mis en place à un moment donné. Donc, pour aller vers un petit peu nos protocoles de prise en charge et de rééducation, cette notion de carrefour, hein, je vous ai dit, de verrouillage de la symphyse, de core stability, de stabilité du bassin. On a vu que tout tournait autour de ce carrefour avec cette continuité anatomique. Tant que les éléments sont équilibrés, ça va fonctionner correctement. Dès qu'un élément va dysfonctionner, c'est là que la pathologie va arriver. En termes de facteurs de risque, c'est multimodal. Brice Picot avait fait un recensement et une méta-analyse pour classer un peu tous ces éléments, et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Nous, on en a retenu quelques-uns qui sont principalement le fait d'avoir déjà eu une pubalgie. Un joueur qui a déjà eu une pubalgie, il a presque 2 fois plus de chances de refaire une pubalgie qu'un joueur qui n'en a jamais eu.
La faiblesse des adducteurs, c'est par rapport au côté contralatéral, par rapport à une population saine, mais on n'a pas de valeur de référence qui nous font dire qu'il doit avoir tel niveau. C'est individuel ou par rapport à une population de footballeurs, de hockeyeurs, etc. La spécificité de l'entraînement, c'est un peu comme pour les ischios où on dit si on ne fait pas assez de vitesse, on risque d'avoir des blessures. Et ben si dans l'entraînement c'est trop généraliste, il n'y a pas la sollicitation suffisamment poussée, suffisamment répétée de l'action sollicitante, donc la frappe de balle chez le footballeur par exemple, on risque d'avoir à un moment l'apparition d'une pubalgie. Le déconditionnement physique après blessure, ça semble une évidence, mais attention au retour un petit peu précipité, un petit peu précoce d'un sportif. Toujours avoir cette notion, quelle que soit la blessure, et c'est encore plus vrai dans les pubalgies, de progressivité. Donc cette notion que j'ai déjà évoquée et qui vraiment est un élément important, la gestion du bassin. On voit un peu nos morphotypes de footballeurs, des fois un peu caricaturaux, qui sont hyper lordosés et qui ont un mauvais contrôle lombopelvien. Et ben, il faut essayer un petit peu de les faire évoluer là-dessus. Il faut y croire, c'est possible. Mais on l'a déjà fait dans des pubalgies et aussi dans des lésions d'ischio chez des footballeurs qui avaient 30 ans. On peut, en les faisant travailler, en leur prenant conscience et en faisant le travail de rééquilibrage nécessaire, modifier un petit peu leur schéma moteur. La charge de travail, une augmentation trop rapide, un changement trop brutal, c'est souvent lié à des changements d'habitude, avec un changement d'entraîneur, ou là encore, comme je l'ai dit, les périodes de pré-saison, où on va passer d'une période un petit peu vacances à une reprise intensive. C'est un facteur de risque de déclencher une pubalgie. Et puis, le ratio abducteur-adducteur, ça a été décrit il y a longtemps par Tyler dans le hockey sur glace. Et c'est également un élément important où il faudra être vigilant. Les tests isocinétiques peuvent parfois être utiles par rapport à ça pour dépister en début de saison les déséquilibres et faire un travail spécifique. Alors, on peut faire une prise en charge selon deux axes, deux types. Le multimodal. Donc, le multimodal, ça veut dire qu'on va essayer de jouer un petit peu sur les différents éléments qui peuvent nous favoriser les différentes pubalgies. Et puis l'unimodal, c'est on va prendre un thème, la tendinopathie des adducteurs, et on va travailler que là-dessus. En fait, où on se rend compte que souvent on est amené à utiliser les deux, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, on a souvent affaire à des formes qui vont être des formes croisées. Donc on va être amené, un peu comme on construit un puzzle ou on reconstruit une maison, à travailler en unimodal dans un premier temps, et puis à essayer après d'assembler les pièces et de faire un travail multimodal, toujours autour de notre carrefour pubien, parce que les choses, elles sont interdépendantes. Parce qu'une faiblesse de fessier, ça va entraîner une mauvaise stabilisation de hanche, et cette mauvaise stabilisation de hanche, ça va déboucher sur une sursollicitation des adducteurs. Quand on est dans cette progression de rééducation, pour nous, le plus important, c'est la qualité et l'indolence. Alors, j'ai l'habitude de dire que souvent, une pubalgie laisse une trace longtemps. Donc, on serait plus dans la caractéristique d'un type de douleur. C'est-à-dire que si on met une échelle 0 à 10, 0 j'ai rien, 10 c'est insupportable, on ne doit pas avoir, suivant les exercices et les sollicitations, plus d'un 2-3 sur 10, mais surtout, ça ne doit pas augmenter au cours de la séance et de l'activité proposée, et ça ne doit pas, bien sûr, réveiller de douleurs de type inflammatoire avec le lendemain matin une boiterie qui s'installe ou un déverrouillage qui s'installe. Alors, ce schéma de pyramide, un peu pour vous montrer comment on construit notre prise en charge et notre éducation, je développerai ce socle commun que nous avons mis en place, qu'on a appelé le 11 part, qui comprend 5 outils, et qui est vraiment le socle commun à toutes les formes de pubalgie. Derrière, après, on va rajouter des choses un peu plus spécifiques, donc du soin manuel spécifique sur table. La thérapie manuelle chez nous à Clairefontaine est un des éléments incontournables, et ça sera adapté, là par contre, à la pathologie qu'on sera amené à prendre en charge, psoas, adducteur, pariétal. Comme je vous l'ai dit, la symphyse est peu accessible. Le travail du pied, il y a eu des études qui ont montré un petit peu la connexion entre une qualité de pied et l'utilisation en chaîne
du membre inférieur. Et donc, un travail de pied et des intrinsèques du pied est essentiel, et de dynamisme du pied est essentiel dans la prise en charge des pubalgies. La reprogrammation neuromotrice, notamment avec les histoires de contrôle de dissociation des ceintures. La phase réathlétisation, incontournable, quelles que soient les blessures, il faut remonter en charge progressivement, mais remonter en charge aussi en remettant les choses spécifiques de l'activité. Donc dans le football, ça va être les changements de direction avec dissociation des ceintures, ça va être les différents types de conduite de balle, les différents types de passes, et puis bien sûr la frappe de balle et le tacle qui sont les éléments sollicitants. Et quelque chose qui est extrêmement important pour nous, parce qu'un sportif, aujourd'hui, il joue un footballeur, il joue au Paris Saint-Germain, demain, il joue à Liverpool, et après-demain, à la Juventus de Turin, il doit apprendre à se connaître et à connaître les routines qu'il doit mettre en place pour prévenir la pubalgie. Donc, on termine toujours par vérifier qu'il est capable d'avoir une gestion autonome. Ce socle, on peut le reproduire un petit peu différemment, comme ça, là, où donc le First PTR est un petit peu le centre de la prise en charge, et puis on va greffer tout autour, comme des satellites, nos différentes thématiques que j'ai évoquées, en essayant un petit peu de balayer tout ça, et de finir, bien sûr, par ces routines d'activation. Pour finir, je vais vous présenter ces 5 éléments qui sont les éléments du socle que j'ai évoqué, là, notre First PTR, qui est le substrat incontournable pour toutes les pubalgies, et là, quelle que soit leur forme. Donc, vous voyez, il y a 5 thèmes: l'activation du transverse et la gestion de la respiration, les mobilités de hanches, les mobilités de bassin, l'activation des adducteurs et cette fameuse core stability. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos, on va les passer assez vite, mais donc voilà un petit peu. Vous pouvez trouver sur Internet, si vous tapez pubalgie Clairefontaine, toutes ces vidéos, vous les avez. Donc le travail d'activation du transverse avec un travail de la respiration, un travail hypopressif, et puis avec de la co-contraction, adducteur fessier, ischio-jambier, tout en étant contrôlé avec le travail de recrutement du transverse et de mobilité du bassin. Donc là, il y a des niveaux de difficulté différents. Donc voilà. Il y a une activité que j'aime bien conseiller à mes patients, et si vous connaissez cette activité, si vous en faites vous-même, vous voyez qu'on est assez proche de ça, c'est le Pilate. On est un peu dans cet esprit de recrutement de muscles profonds, de contrôle du bassin, de contrôle du transverse, etc. Et c'est extrêmement intéressant par rapport à ça. Les mobilités de hanches, souvent le football, mais les autres sports concernés, que ce soit aussi rugby, hockey sur glace, etc., sont des éléments enraidissants. Personne n'a dit qu'on était fabriqué pour, donc des conflits de hanches, il y en aura. Il y a les Italiens d'ailleurs qui ont publié qu'il pouvait y avoir un lien entre la présence d'un conflit de hanches et une pubalgie par modification biomécanique et réduction des amplitudes. Donc entretenir ces amplitudes fait partie de la prise en charge. Donc là encore, différents niveaux de difficulté. Le travail de mobilité de bassin, travail assez classique, mais qui est important à mettre en place. Là, on va travailler un petit peu la mobilité de l'hémi-bassin en essayant d'avoir un contrôle. Donc tout ça, ça va avec un gainage un petit peu permanent, avec une co-contraction fessiers et abdominaux pour stabiliser ce bassin. L'activation des adducteurs. Donc là encore, le travail initialement isométrique avec le ballon. Et puis un travail de contrôle du travail excentrique. Alors on le fait des fois avec différents outils et différentes courses. Ce qui est important, c'est d'avoir un point fixe pour remonter. Et puis le fameux exercice de Copenhagen qu'on fait rarement au début parce qu'ils sont incapables de le faire au début. C'est un exercice assez difficile. Et la façon dont
notre modèle le fait, là, c'est assez costaud. Enfin, le travail de core stability, qui va être couplé au travail de dissociation des ceintures. Donc là encore, différents niveaux de difficulté. Donc voilà. Donc au départ, le but du jeu est bien sûr, comme je l'ai dit, d'autonomiser notre sportif, mais au départ, ça demande un peu d'éducation parce que vous voyez que ces exercices, ils sont quand même pas à la portée de n'importe qui, en fonction un petit peu de son niveau athlétique et puis aussi de sa connaissance corporelle. Donc, le travail de dissociation des ceintures, c'est vraiment une thématique et de contrôle de cette dissociation qui est extrêmement importante. Alors celui-là, il est très dur. Le modèle, il n'est pas footballeur, hein. Il est trailer, ultra trailer et accessoirement kinésithérapeute. Donc voilà, donc toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver hein, sur Internet. Et comme la journée était consacrée au tennis, je vais terminer avec l'illustration d'un cas qu'on a eu à Clairefontaine, un tennisman professionnel qui nous avait été confié par le docteur Vincent Guillard. C'était un joueur qui était déjà avec une première particularité, hein, droitier au niveau membre sup et gaucher au niveau membre inf. Il avait une histoire avec une douleur inguinale et périnéale avec, sur l'imagerie, un œdème symphysaire. Il reprend le jeu au mi-mars 2022. Jusqu'à fin mai, il joue avec une douleur inguinale et il joue sous AINS. Puis là, ça devient compliqué, donc on coupe, repos. Et en juin 2022, le docteur Vincent Guillard décide un petit peu de faire appel à nous par rapport à l'expertise sur cette pathologie. Dans ses antécédents, il avait une lésion musculaire du psoas à gauche en 2019, une lésion des grands droits de l'abdomen, également à gauche en 2021. Lorsqu'on fait son bilan, on retrouve une douleur localisée principalement au niveau de la région inguinale gauche, des mobilités de hanche et de bassin symétriques et bonnes, un testique d'adducteur légèrement douloureux en concentrique et excentrique dans la course externe, et un canal inguinal gauche ouvert et moyennement douloureux. Par contre, les contractions au niveau transverse sont peu efficaces. On utilise, nous, un équivalent d'EMG qui s'appelle Blueback, qui est un peu spécifique de cette partie transverse et pubalgie. Et puis, lorsque on fait un peu le point au niveau des tests fonctionnels, et ça, c'est une petite anecdote, mais intéressante, on voit que, comme beaucoup de tennisman, ils crient, mais qu'ils crient glotte fermée. Or, si on fait des efforts glotte fermée de ce type, comme de la musculation aussi avec du soulevé de charge lourde, etc., et on va augmenter notre pression intra-abdominale, pousser sur nos canaux inguinaux et participer à la pubalgie. Dans son jeu, forcément, il y a les déplacements latéraux et il fait un revers à deux mains avec une dissociation des ceintures qui n'est pas très bien contrôlée. Et donc, on a travaillé un petit peu sur ces éléments et notamment sur le faire travailler sur sa respiration et sur le fait que son cri devait être associé à une expiration. Et donc, c'était particulièrement intéressant. Il faut savoir qu'on a réussi un petit peu, on avait à l'époque un préparateur physique qui avait un niveau de tennis correct, et donc ils sont allés travailler sur le cours de tennis les éléments spécifiques, parce qu'un des éléments importants aussi dans ces prises en charge, c'est d'avoir la spécificité du geste. Et bien sûr, on a mis en place tout ce que je vous ai présenté, Eleven Part et First PTR. Donc, on a orienté notre action sur cette gestion du CRI avec un travail hypopressif avec recrutement du transverse, le renforcement des adducteurs pour avoir le point fixe de core stability, et on a fait utiliser également avec lui un travail isocinétique du tronc et des adducteurs. Voilà. Et puis, une petite maxime pour finir qu'on aime bien à Clairefontaine, c'est « il n'y a que dans le dictionnaire que le mot réussite arrive avant le mot travail ». Et merci de votre attention.